Surtout, ils font tout pour que les groupes ethniques ne puissent pas rentrer dans ce qui pourrait aboutir à un narratif commun. C'est-à-dire à partir du moment où les gens sont capables de comprendre que l'autre groupe a également été victime, souffert dans sa chair, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut commencer à se comprendre. Fabrice de Coninck, je suis ravi de te recevoir. Tu es photographe documentaire. Tu travailles sur la mémoire, essentiellement. Oui. Tu as sorti un bouquin en 2017 qui s'appelle Comme on peut, oui. Qui est coproduit avec le photographe Sylvain Demange. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots? C'est sur la Première Guerre mondiale? Oui, c'est un travail qu'on a fait, un travail au long cours de 7 ans sur la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale, avec une approche qui est à la fois de rentrer dans un livre qui est Ceux de 14 de Maurice Genevoix, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, et également au travers de rencontres avec les habitants d'un village, en étant, entre guillemets, en résidence, en venant dans ce village plusieurs jours, tous les trimestres, jusqu'à ce que les gens puissent s'ouvrir et nous révéler un petit peu ce qui restait de la mémoire des combats plus de 100 ans après la bataille. La mémoire, c'est vraiment le chemin de fer de tous tes travaux. Là, c'était la Première Guerre mondiale, donc un conflit qui a plus de 100 ans. Oui. Ensuite, tu as documenté la Bosnie. Aujourd'hui, tu documentes l'Ukraine. Donc, la mémoire des conflits récents, pourquoi ce thème récurrent dans ton travail? C'est une bonne question. Je ne suis même pas certain que je puisse y répondre moi-même, mais je pense que ça remonte certainement aux échanges que j'avais eus avec mon arrière-grand-père, que j'ai eu la chance de connaître, qui était un ancien soldat de la Grande Guerre. Et j'avais 8 ans, et il m'a donné beaucoup de son expérience de combattant. Et je pensais que j'avais oublié ça. Et puis, par un processus qui est assez étonnant, la nuit de la naissance de ma fille, l'ensemble des échanges que j'avais eus avec ce vieil homme est revenu de manière extrêmement précise. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti le besoin moi-même de travailler sur la mémoire. Donc, je suis allé dans les endroits où il a combattu. Et suite à ce projet, ça m'avait beaucoup plu. Et ça m'a amené à continuer à m'interroger moi-même sur mes propres motivations. Et j'ai décidé d'entreprendre un travail sur la mémoire d'un conflit récent qui était le conflit dans l'ex-Yougoslavie. Donc cet intérêt pour l'ex-Yougoslavie, il vient d'un ami Oui, alors il vient d'une part, quand la guerre a commencé, j'avais 24 ans, donc je me sentais particulièrement concerné parce que je pourrais moi-même être un jeune combattant, donc bien sûr j'y ai pensé. J'ai aussi un ami avec lequel j'ai fait mes études qui, à la fin des études, lui a décidé de partir s'engager dans les casques bleus à Sarajevo, alors que moi je partais dans une autre voie. Donc ça m'a amené d'abord à garder un contact étroit avec lui. Et puis une autre raison aussi, c'est qu'au travers de ce conflit, j'ai toujours été passionné de photos. Il y a toute une série de photographes qui se sont révélés pendant cette période-là. Donc c'est vraiment des images qui étaient restées gravées dans ma mémoire, dans ma rétine. Et puis des histoires individuelles que j'avais découvertes. Et ça me paraissait, je me suis même pas posé la question en fait quand j'ai terminé le premier projet. C'était quasiment comme une évidence que la Bosnie serait le prochain sujet de mon travail. Oui, parce que à contrario des autres conflits de cette époque, il y a au même moment il y a l'Afghanistan, il y a le Liban, il y a plein de choses qui se passent un peu partout dans le monde. Il y a des choses en Afrique. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose aussi du rapprochement peut-être culturel européen ou... Oui, je pense, bien sûr. On parle souvent de la Bosnie comme le poumon de l'Europe, c'est de là qu'a éclaté la Première Guerre mondiale. Exactement. Il y a un lien avec la Première Guerre mondiale, tu le mentionnes, bien sûr. Et puis, c'était un conflit... la Bosnie, c'est l'Europe. Voilà. Donc, on était tous, et on pourra en parler quand on va aborder l'Ukraine, mais on était tous convaincus qu'il ne pouvait plus rien se passer en Europe. On avait, je dirais de manière inconsciente, conscientisé le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'espace européen était un espace qui était protégé de toute possibilité de conflit, d'embrasement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle également je me suis senti concerné en étant d'abord profondément européen. Je vis en Belgique, je suis français, mais je vis en Belgique. Et j'ai toujours été habité par ce sentiment que l'Europe, c'était quelque chose qui était important dans ma propre histoire, dans ma propre vie, dans ce que j'ai pu faire. Donc, quand ce conflit s'est déclaré, ouais, j'étais extrêmement choqué. Beaucoup plus qu'effectivement, il y avait les conflits en Afghanistan, le Liban, ça faisait déjà pas mal de temps. Mais pour la Bosnie, j'ai vraiment eu un sentiment très fort que ça me touchait, entre guillemets, personnellement. C'est ce que les gens ressentent aujourd'hui avec l'Ukraine. Ouais. On a beaucoup entendu que c'était le premier conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est oublier qu'il y en a eu un majeur quand même il y a 25 ans. Ouais. Tu travailles en Bosnie depuis 2019. Donc, je travaille en Bosnie depuis 2019. Et je suis toujours en train de travailler. Donc, ce projet va certainement se terminer à la fin de cette année.
D'abord, j'ai commencé à travailler en faisant des recherches un petit peu bibliographiques, puisqu'on en parlera, mais je travaille sur le domaine de la mémoire. Une grosse partie concerne la mémoire du génocide de Srebrenica et la mémoire du nettoyage ethnique qui a eu lieu dans le nord de la Bosnie. Et pour préparer ce travail, j'ai passé beaucoup de temps aussi en lisant les archives du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, donc des archives qui sont publiques, pour pouvoir ensuite me rendre sur les lieux. C'est-à-dire, pour moi, il n'était pas question de me rendre sur les lieux et de me laisser surprendre par la réalité de ce que je serais amené à découvrir. C'était plutôt d'abord de comprendre ce qui s'est passé, comment ces crimes ont été planifiés, comment ils ont été perpétrés, pour ensuite pouvoir les documenter. Tu as suivi 3 personnes essentiellement, c'est ça, que tu documentes en photo? Oui. Donc en fait, le travail, c'est de parler de la mémoire et de la manière dont les gens qui ont été confrontés à la fois au génocide de Srebrenica, au siège de Sarajevo ou à l'épuration ethnique. Est-ce qu'on peut recontextualiser un petit peu? Ok, donc la guerre en Bosnie, elle a démarré en 1991. Enfin, la guerre dans l'ex-Yougoslavie 1991. Et par un effet de domino, d'embrasement, de conflits interethniques. La guerre en Bosnie, elle, s'est déclarée en 1992, en avril 1992, et le siège de Sarajevo s'est terminé en février 1996. Mmh. Et la guerre en ex-Yougoslavie s'est terminée dans les années 2000. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est étendu sur une période assez longue. En ce qui concerne Srebrenica, Srebrenica était une enclave dans laquelle les musulmans s'étaient réfugiés. Et Srebrenica, c'est une ville qui longe la frontière avec la Serbie. Et donc là, le conflit ou la guerre à Srebrenica, c'est depuis quasiment le début de la guerre, en 1992, 1993, et ça s'est terminé par le massacre de plus de... Alors, le chiffre officiel, c'est 8372 personnes, mais il manque au minimum encore 1500 personnes, donc c'est bien plus que ça. Et ça s'est passé en juillet 1995, sur une période de temps extrêmement courte, où les Serbes de Bosnie, commandés par le général Ratko Mladic, ont massacré dans des conditions qui sont épouvantables. Même si j'étais préparé au travers de mes lectures, je ne pouvais pas imaginer ce que j'allais découvrir d'abord sur les sites même et ce que j'allais découvrir au travers des témoignages. Mais donc, ils ont massacré quasiment plus de 9000 personnes sur une période de temps extrêmement réduite et qui ont ensuite, c'est le deuxième volet, tout fait pour maquiller ce crime. C'est-à-dire à partir du moment où les satellites américains ou certains journalistes ont pu démontrer qu'il y avait véritablement un crime de masse qui avait été commis, planifié, prévu, à ce moment-là, ces mêmes criminels ont décidé de déguiser ce crime en ouvrant les fosses primaires, les fosses communes, et en dispersant les corps dans plus de 38 fosses secondaires, de manière à ce qu'on ne puisse pas réussir à identifier ces victimes. Donc ça, c'est une partie importante de mon travail. Au total, je pense que j'ai passé un temps très important à Srebrenica, au contact de ce qu'on appelle les returnees, c'est-à-dire des gens qui ont décidé de revenir, c'est-à-dire des habitants de Srebrenica. C'est leur maison, c'était leur commune, qui ont décidé de revenir après-guerre, reprendre possession de leur maison. Et alors que Srebrenica, maintenant, est dans le territoire qui s'appelle la Republika Srpska, qui est le territoire qui est né de l'épuration ethnique. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est parler du siège de Sarajevo au travers d'échanges que j'ai pu avoir avec quelqu'un que tu connais d'ailleurs, toi-même, qui s'appelle Jovan Divjak, qui est vraiment un général serbe qui a décidé, contrairement aux ordres qui lui avaient été donnés, de défendre la ville, et donc de défendre l'esprit de cette ville de Sarajevo. Et donc sur Sarajevo, on est beaucoup plus au travers de mon travail, on documente le siège, mais il y a également toute la philosophie et l'humanité de Jovan Divjak que j'essaie de restituer au travers de mes photos. Il est décédé malheureusement récemment, et donc je rencontre également tous les orphelins de guerre dont il s'était occupé au travers de sa fondation. Et Sarajevo, c'est également les artistes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Bosnie, mais il y a également une forme d'espoir qui est incarnée, en tous les cas, moi je le sens, au travers d'artistes sur Sarajevo. Et puis le troisième volet, c'est parler du nettoyage ethnique qui a eu lieu dès le début de la guerre dans le nord de la Bosnie. On parle là de Prijedor et de l'épisode des camps de concentration que très peu de personnes connaissent. En Bosnie, il y a eu des camps de concentration, des camps de détention, et il y a surtout eu un camp qui s'appelle le camp d'Omarska, qui est aujourd'hui propriété de ArcelorMittal. Et dans ce camp, ce sont des crimes absolument abjects ont été commis pendant plus de 3 mois. Et là, je suis l'itinéraire d'un survivant du camp d'Omarska, et je documente un peu son combat pour la vérité,
son combat pour l'intégrité du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Tous les témoins que je rencontre me confient leur propre mémoire et la manière dont ils interagissent avec leur propre mémoire. Cette mémoire sur laquelle tu travailles, c'est un sujet qui est extrêmement sensible en Bosnie-Herzégovine, parce que la mémoire, elle est récupérée et elle est instrumentalisée à loisir par les 3 différentes communautés, donc les Serbes de Bosnie, les Bosniaques et les Croates de Bosnie. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en Ukraine, notamment avec la mémoire de l'URSS et la mémoire de la Grande Russie qui est récupérée par Vladimir Poutine dans son invasion de l'Ukraine. Oui, c'est le cas en Bosnie. Enfin, je peux même en parler pour la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a aussi le récit français. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y a encore toute une série de sujets sur la Grande Guerre dont on ne parle pas, parce que ça ne va pas s'inscrire dans le cadre du récit français. On pourrait parler des condamnés, pour l'exemple, des combats 1917 au chemin des Dames. Donc il y a eu toute une série. La mémoire, elle est toujours... C'est des condamnés, c'était fusillés pour l'exemple. Oui, fusillés pour l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a eu des révoltés, le chemin des Dames, là-bas, Craonne, et à un moment donné, il y a toute une série de personnes, de soldats qui ont été fusillés, qui ont été tirés au sort. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, moi, quand j'ai entendu cette histoire, et je pense qu'il y avait eu une tentative d'aborder ça de la part de Lionel Jospin. Je me souviens que Lionel Jospin voulait réhabiliter ces fusillés pour l'exemple, et que le sujet a été très très vite refermé parce que ça s'inscrivait pas dans le récit national. En ce qui concerne la Bosnie, ça se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que les partis ethno-nationalistes qui ont mis le pays en coupe réglée, parce que c'est un pays où la corruption est présente à tous les niveaux de la société, ces partis se nourrissent de l'instrumentalisation de la mémoire à des fins électorales. Donc, plutôt que d'aborder les vrais sujets, qui sont les sujets liés à la pauvreté, à la désindustrialisation, à l'absence de processus structurants pour ce pays, suite aux accords de Dayton, ils vont plutôt se réfugier sur des récits qui sont des récits de guerre, qui ont été bien évidemment adapté, édulcoré en fonction de l'ethnie qui va le prononcer, de manière à pouvoir fédérer une partie de l'électorat et continuer à se faire élire pour pouvoir continuer à mettre le pays en coupe réglée. Et l'autre souci, c'est que l'Europe également continue à leur accorder du crédit. C'est-à-dire on continue à parler avec ces gens-là en sachant pertinemment qu'ils sont tous corrompus. Mais au lieu d'essayer de faire naître une opposition démocratique avec des outils de contrôle démocratique, pour plein de certainement de mauvaises raisons, on continue à donner du crédit à ces... mais voilà, on parle peut-être au total d'une vingtaine, d'une trentaine de politiciens. Et on sait tous leur niveau de corruption. Et donc la mémoire, elle est instrumentalisée partout en Bosnie. Pas simplement parce qu'on pourrait le penser, par les Serbes de Bosnie. Elle est instrumentalisée partout. En fait, ce sur quoi tu travailles, c'est extrêmement important aujourd'hui dans la construction du pays, dans l'avenir de ce pays-là. Ouais. Qui est un pays où l'histoire semble intéresser finalement peu de gens. Ouais. Mais comment, est-ce que toi, tu penses avoir un impact quelque part ? Pourquoi tu fais ce travail-là ? Moi, d'une part, je pense que c'est important de le faire. Alors après, voilà, c'est une modeste contribution. Ça ne va pas changer fondamentalement grand-chose. Je pense que ce qui est important dans ce travail, d'abord, c'est un travail que j'ai fait avec beaucoup d'honnêteté sur le long terme. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment essayer de pouvoir avoir une vision qui soit une vision relativement large, étendue, sur le long terme, et de pouvoir, au travers de leurs témoignages, parce que c'est surtout le témoignage des personnes que j'ai interviewées, démontrer que la souffrance, elle est d'abord partagée par toutes les ethnies. Il y a un point qui est très important, bien évidemment, parce que sinon ce ne serait pas rendre justice à ce qui s'est passé. Oui, il y a eu, c'est vraiment la volonté d'une idéologie de pouvoir exterminer tout un groupe ethnique. Et donc là, il faut tout de même nommer les choses, sinon le terme de génocide n'a pas de sens. Il n'a de sens que si on nomme le perpetrator et la victime. Donc ce sont les Serbes de Bosnie, dans le cadre d'un projet politique, qui ont décidé d'exterminer les Bosniaques musulmans. On a essayé de dire que c'était une guerre civile. Encore aujourd'hui, je l'entends d'ailleurs. Non, c'est pas du tout une guerre civile. C'est un terme qui n'est pas correct pour décrire ce qui s'est passé. C'est vraiment la volonté d'un groupe de pouvoir supprimer un autre groupe. Donc, 85% des victimes sont des musulmans bosniaques. Donc ça, il faut le préciser également. Mais des crimes ont été commis par toutes les ethnies. Chacune des ethnies a commis des crimes. Et ça veut dire aussi que chaque groupe ethnique a sa propre souffrance.
Et ce que je voudrais faire au travers de ce travail, c'est juste pouvoir démontrer également que la souffrance, elle est partagée à l'échelle du pays. Si j'avais un objectif que je pourrais formuler au travers de ce livre qui va sortir, eh bien, c'est de pouvoir contribuer à une espèce d'édifice qui consisterait à dire que la souffrance, elle est partagée. Et que pour pouvoir aboutir à un moment donné à une forme de réconciliation ou à une forme de justice, ben ça passe aussi par la capacité à reconnaître la souffrance dans l'autre groupe ethnique. Et aujourd'hui, les dirigeants ethno-nationalistes font tout pour que ça ne se passe pas. Ils font tout pour que les groupes ethniques ne se parlent pas. Surtout, ils font tout pour que les groupes ethniques ne puissent pas rentrer dans ce qui pourrait aboutir à un narratif commun. C'est-à-dire à partir du moment où les gens sont capables de comprendre que l'autre groupe a également été victime, souffert dans sa chair, eh bien, à partir de ce moment-là, on peut commencer à se comprendre. En 2021, c'est la Slovénie qui avait la présidence de l'UE. Oui. Merkel avait fait aussi une de ses dernières visites en tant que chef d'État dans les Balkans. Elle avait exhorté les pays des Balkans occidentaux, donc Bosnie, Serbie, etc., à se focaliser sur leur entrée dans l'UE. Oui. Là, tu parles de corruption, tu parles d'ethno-nationalisme, tu parles de pauvreté, tu parles de plein de choses qui ont l'air complètement incompatibles avec l'UE. Est-ce que l'UE, ça semble être une solution ? Moi, je pense que ça l'était encore très récemment. C'est-à-dire que ce qui a surtout changé, malheureusement, c'est la politique française très récente. Et là, on parle de quelques mois, avec un changement de cap qui pourrait être perçu comme non pas fermer la porte aux Balkans, mais en tous les cas, les choses semblent beaucoup plus compliquées du fait de la présidence française. Donc, de quelle manière ? C'est-à-dire que dans un discours qui a été prononcé il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron a précisé la vision qu'il avait de l'intégration des pays des Balkans en insistant sur toute une série de mesures et dans la manière dont il en a parlé, on comprenait que la possibilité, par exemple, pour la Serbie, le Monténégro ou l'Albanie, qui sont les pays les plus avancés dans la démarche, ce qui a été perçu en tous les cas localement, c'est que c'était plutôt un pushback. Contrairement effectivement aux initiatives précédentes, pour l'ensemble des habitants des Balkans, ce serait un rêve de pouvoir faire partie de l'Europe. Après, aujourd'hui, quand on regarde le pays que je connais, mais je pense que la corruption, elle n'est pas qu'en Bosnie-Herzégovine. La corruption, elle est dans quasiment tous les pays des Balkans. Mais en Bosnie-Herzégovine, c'est clair que la corruption est tellement présente que quand on y vit, c'est compliqué de se dire ce pays, aujourd'hui, a la capacité de rentrer et de se conformer à des processus européens. Donc, il doit y avoir toute une série d'étapes. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas. Il y a toute une série... Je crois que pour la Bosnie, il y a eu 12 recommandations qui ont été listées. Je me souviens pas, mais ce sont des réformes structurelles sur le système, sur les finances, sur la justice. Donc, toute une série vraiment de domaines régaliens qui doivent être structurés et qui doivent pouvoir ensuite, à un moment donné, être certainement auditionnés pour pouvoir continuer à avancer. Et quand on regarde de ce que je connais moi aujourd'hui en Bosnie, pour le temps que j'y ai passé, je ne vois absolument aucune réforme. Le titre de ton projet et du livre qui va en découler, c'est Between Fears and Hope, donc entre les peurs et l'espoir. Les peurs, on les comprend, hein, c'est toujours ce nationalisme aussi fort de la part des trois communautés. On a entre un 5e ou un 6e de la population de Bosnie-Herzégovine qui s'en va. On a une fuite des cerveaux et des jeunes, notamment vers l'UE, surtout vers l'Allemagne. Et ça, c'est pour les peurs. Et l'espoir, on le trouve où alors ? Parce que là, on fait un constat quand même qui est un peu alarmant, quoi. Mais l'espoir, on le retrouve tout de même même y compris d'ailleurs au travers du témoignage de Sadko, qui est parti. Sadko, qui est une des personnes que tu suis dans ton projet. Qui est un des survivants de ce camp d'extermination d'Omarska. Et donc c'est quelqu'un dont on pourrait penser que il a peut-être une vision par rapport à ses traumas personnels négatifs. Il a une vision qui est extrêmement positive de son pays, extrêmement positive. Alors là, je pense que d'abord, il n'y a personne dans son environnement proche qui a été tué pendant la guerre. Et ça, c'est un point important. Je pense que on peut exprimer une vision positive à partir du moment où dans sa chair, on n'a pas été, même s'il a été torturé, mais dans sa famille, il n'y a pas eu de pertes. Mais quand je l'entends, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé parce qu'il sait que ce pays a énormément de ressources, énormément de talent, un système, alors moi je le vois à Sarajevo, mais un système d'éducation qui est remarquable. Des très bonnes universités, on en parlait. Des très bonnes universités. Alors je connais surtout celle de Sarajevo, je pense que celle de Tuzla est très bien également, mais globalement,
tout ça, c'est un peu les conséquences aussi du système Tito que tous regrettent aujourd'hui. Quand on discute avec les civils, tous sont nostalgiques de Tito. Tous. Oui. C'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, pour beaucoup de Russes, c'est pareil. Ils sont extrêmement nostalgiques de cette période soviétique. Et donc, il y a une jeunesse aussi qui est... moi, j'ai été extrêmement séduit par la jeunesse de Sarajevo. Alors, beaucoup partent, mais la raison pour laquelle ils partent, parce que je leur demande, c'est que pour eux, c'est impossible de se projeter dans un futur. Je ne parle pas sur le plan professionnel, je pense sur le plan affectif, c'est-à-dire des jeunes sarajeviens qui sont en couple. Quand on a 24 ans et qu'on est en couple et qu'on est amoureux, le projet, c'est d'avoir des enfants. Et comment est-il possible d'avoir des enfants dans un pays dont on sait que tous les 2 mois ou tous les 3 mois, les ethno-nationalistes agitent le spectre de la guerre. Oui, il y a encore... Donc c'est impossible. Milorad Dodik, le chef des Serbes de Bosnie, qui agite encore aujourd'hui le spectre de la sécession, la menace de la sécession, la menace de la sécession. Mi-juin, c'est ça, si la Constitution change on pas. attend, voilà. Donc il y avait un délai de 6 mois, on attend. Dodik est l'expert d'agiter les chiffons rouges, mais là apparemment c'est un chiffon rouge qui a avec des conséquences qui pourraient être dramatiques et qui effraient énormément les gens. Mais quand on discute avec les jeunes, à partir du moment où ils sont en train de s'engager dans leur vie d'adultes, l'étape c'est d'avoir des enfants. Et j'ai interviewé beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est impossible pour nous de mettre tout ce qu'on a, par exemple, d'acheter un appartement à Sarajevo, en sachant qu'on peut être amené à le quitter et on n'a plus rien. Donc, pour eux, c'est l'impossibilité de s'engager dans le futur et de pouvoir construire leur propre vie. C'est pas le fait qu'ils n'aient pas envie de le faire, c'est juste la peur. Et la peur, elle est entretenue par à la fois ces politiciens, et ces politiciens également ont la main sur la presse et la télé. Et donc, à Sarajevo, alors moi, je parle pas le bosnien, mais c'est non-stop. Quand on met la télévision, c'est non-stop. Tout le temps. Tout le temps. La guerre, la peur, les divisions. Donc, c'est extrêmement anxiogène pour une jeunesse. Et donc, cette jeunesse, quand elle sait en plus que la pauvreté, le salaire moyen, c'est 350, 400 euros, et que leurs diplômes sont par ailleurs de très, très bons diplômes, et qui parlent très, très bien anglais, pour eux, même si c'est un crève-cœur, c'est de partir. Tu parles de la guerre qui est constamment rappelée au travers des médias. Aujourd'hui, on parle de plus en plus en France d'un conflit qui pourrait revenir, qui serait même pas éteint, mais qui serait juste en stand-by et qui pourrait, à la moindre étincelle, recommencer dans les Balkans. Est-ce que quelque part, le fait que ça soit partout, ça en fait pas une... presque, on n'a pas le choix, elle doit arriver, elle va arriver, quoi. Ouais. On donne pas suffisamment la parole aux simples gens. Ils savent au fond d'eux-mêmes ce que c'est que la violence de la guerre, et aucun n'a envie de revivre ça. Donc quand on discute avec les gens, je pense que les gens, globalement, même s'ils l'expriment pas nécessairement dans les votes, la majorité des gens n'ont pas envie de revivre l'expérience de la guerre. Donc je ne pense pas que les politiciens, mais je peux me tromper, c'est très compliqué de répondre à ta question, mais c'est pas le sentiment que j'ai. Ce que j'ai le sentiment, par contre, que comme ces politiciens sont en train de perdre du terrain, notamment au niveau des dernières élections municipales, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer eux-mêmes de remettre de l'huile sur le feu, donc de raviver les discours haineux, pour continuer à mobiliser un électorat qui peut continuer à les pérenniser. Là, le 9 mai, on a montré l'exemple à Banja Luka, qui est la capitale de la Republika Srpska, donc l'entité de Bosnie qui est née après les accords de Dayton, mais qui est née dans les faits sur les territoires du nettoyage ethnique. Donc dans cette ville, ce qu'on a démontré, ce qu'on a montré le 9 janvier, c'est des défilés militaires, c'est des blindés, des véhicules blindés, c'est des bruits de bottes, c'était que ça. Oui, des soutiens russes même. Bien sûr, il y avait l'ambassade. Alors il y avait des parlementaires français qui étaient présents, Mariani notamment. Mariani, Rassemblement National, il faut le préciser. Mais il est accompagné de quelques amis. Et donc, l'ambassadeur de Russie, et c'était vraiment une parade à la russe, quoi. Et même des milices russes. Oui, qui ont beaucoup fait parler. Voilà. Donc, et là, du coup, on a mis le projecteur là-dessus. Et le souci, c'est qu'on montre que ça. Il y a des mouvements citoyens pour protéger l'environnement. Et j'ai entendu. Donc, la Bosnie, c'est un pays merveilleux.
merveilleux. Enfin, tu le connais, donc j'ai pas besoin de te le dire, mais c'est d'une beauté absolument incroyable, d'une nature absolument incroyable. Ils ont des rivières, ils ont des poissons. Il y a une faune, une flore qui est protégée. Elle est protégée justement d'ailleurs parce que la guerre a tout détruit. Et il y a des projets qui sont liés à la corruption de créer des centrales hydroélectriques sur des rivières merveilleuses. Eh bien, là, à partir du moment où ces projets ont été formulés, les citoyens se sont organisés en collectif. Et comme par hasard, ils ont dépassé les clivages ethniques. Ouais. Et ils ont fait des manifestations. Et ils ont eu des résultats. Ils ont réussi à faire reculer ces projets-là. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, moi, vraiment, quand on discute avec les gens au niveau local, sachant que tous ont vécu l'expérience de la guerre, tous, l'immense majorité des Bosniens sont des gens qui ne souhaitent pas revivre un épisode de cette nature. Donc voilà. Maintenant, est-ce que plusieurs personnes ont titré, est-ce qu'il y aura la guerre à Noël? Ça, c'était à la fin de l'année 2021. Personne ne sait. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des provocations. Il y a des craintes de provocation à Srebrenica. C'est sûr que s'il y a des provocations, on voit ce que les Russes sont capables de faire. Et Dodik est soutenu par la Russie, il le revendique. Si effectivement ces provocations ont lieu dans la vallée de la Drina et qu'il y a des violences sur les returns, tout peut s'embraser, parce que ce serait tellement symbolique. Et donc là, il peut y avoir un embrasement, effectivement. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Personne ne peut avoir d'opinion à ce sujet. On espère que non, bien sûr. Tu es rentré d'Ukraine il y a moins de 2 mois. Ouais. Tu as documenté les citoyens en fait ukrainiens et comment ils vivent le début de la guerre en fait. Oui. Et toi qui travailles sur la mémoire, est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour travailler sur la mémoire d'y aller alors que le conflit vient de débuter et on n'est même pas proche d'une fin de conflit là. Bien sûr. Oui, alors après la mémoire, à partir de quel moment la mémoire elle se crée? C'est-à-dire est-ce qu'il faut laisser passer 1 an, 6 mois, 15 ans, 20 ans? Ce que je peux te dire, c'est que je suis arrivé en Ukraine un tout petit peu plus de 15 jours après le début de l'invasion russe, et que pour beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, c'était déjà compliqué de se souvenir des premiers jours. La mémoire était déjà brouillée. Donc il y avait une forme de sidération du 24, et que les gens n'arrivaient même plus à savoir ce qu'ils faisaient. Donc tu vois, la notion de mémoire, comment elle s'installe. Et ce qui m'intéresse véritablement dans ce travail en Ukraine, c'est de documenter, c'est la mémoire vivante. C'est-à-dire que moi, je leur pose des questions. Donc, je travaille uniquement avec des civils, c'est-à-dire avec des familles, et avec des artistes. Donc, j'ai eu la chance également de pouvoir rencontrer des artistes formidables à Lviv. Et pour eux, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors certes, c'est l'actualité, mais il y a également énormément de liens avec la mémoire récente et la mémoire de ce qui s'est passé sur les 150 dernières années en Ukraine. Et donc là, je travaille avec aussi des familles, et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la guerre impacte le quotidien d'une famille avec des enfants. Vraiment. Donc de voir le combat, parce que c'est un combat, notamment d'une famille avec 4 enfants, dont les parents font tout pour que les enfants soient protégés par les aspects négatifs de cette guerre qui est en train de contaminer même Lviv. Ça touche tous les pans de l'économie et de l'activité. Eh bien, le combat de cette famille, de faire en sorte de pouvoir protéger leurs enfants en restant vivants et en se comportant le plus normalement possible. Alors, pour répondre à ta question, bah oui, c'est pour moi tout de même un travail qui est en lien, en continuité en tous les cas, avec ce que j'ai fait. Et le point qui est même par moments dérangeant, c'est que en travaillant à nouveau, je n'y suis resté que 8 jours, mais en commençant à travailler en Ukraine et en m'intéressant en Ukraine, tout ce que j'ai entendu, j'avais l'impression mot pour mot de réentendre les témoignages des survivants des combats en Bosnie il y a 25 ou 30 ans. C'est-à-dire vraiment la sidération, l'effarement. D'abord, la conviction, ça ne peut pas leur arriver. Donc la certitude que tout va rester inchangé, qu'un quotidien ne peut pas être impacté par la guerre. C'est-à-dire, à un moment donné, repousser la capacité à admettre que la guerre va détruire mon environnement. On a une capacité extrêmement forte à se dire ça ne va pas arriver, jusqu'à se retrouver bloqué. Ouais. Surtout en Europe ou en Occident, où on se dit qu'on est, depuis la Deuxième Guerre mondiale, censé être quand même à l'abri exactement. des débordements guerriers, plus jamais ça, et compagnie. Voilà. Exactement, c'est vrai. Et donc, quand je les entendais parler, cette espèce de sidération,
l'immense majorité des Ukrainiens ne pensaient pas que Poutine allait envahir. C'était plutôt des gesticulations avec des bruits de bottes à la frontière. Donc c'était vraiment une sidération pour beaucoup d'entre eux. Et puis ensuite, une fois qu'on est dans la guerre, cette sidération, cet abattement, et puis à un moment donné, une colère qui monte, une révolte. Et donc tout ça, je l'avais entendu de vive voix de la part des survivants, soit du siège de Sarajevo ou des survivants de Srebrenica. Donc cette période est assez intéressante parce que le projet que je suis en train de terminer en Bosnie et celui que je suis en train de démarrer en Ukraine se chevauchent avec énormément de similarités dans le récit qu'en font les gens. Bon, la Bosnie fait pas un travail incroyable sur sa mémoire, pas de travail de conservation, on a mesure de dire ça. On voit comment elle est instrumentalisée aussi par Vladimir Poutine, par les Ukrainiens aussi, parfois d'une certaine manière. Oui. Et quel pays fait un travail sur la mémoire ? Comment se comporte la France par rapport à la mémoire, par exemple ? En fait, je ne sais pas s'il y a un pays qui est exemplaire dans la manière dont ils ont traité leur mémoire. Est-ce que les Américains ont fait un travail exemplaire en traitant leur mémoire relativement récente, contemporaine ? Non. On pourrait utiliser le terme génocide pour les Indiens d'Amérique. Oui. Voilà, donc, bien évidemment, ça, c'est même une phrase qui ne peut pas être prononcée là-bas. La mémoire de la guerre d'Algérie, est-ce qu'on a décidé d'ouvrir cette page ? Mon papa était, il est toujours vivant, mais il était combattant. Il ne m'en parle jamais. Et je ne sais même pas d'ouvrir cette page-là. Donc là, on est au niveau personnel, au niveau étatique. Donc, et j'imagine que s'il ne m'en parle pas, c'est qu'il a vu des choses dont il n'a pas envie de parler. On a parlé de la mémoire du récit français et de certains épisodes de la Grande Guerre. À un moment donné, il faudra bien parler de ces fusillés pour l'exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué. Les Anglais font un travail remarquable d'éducation auprès des jeunes, c'est-à-dire que tous les jeunes au collège, c'est une obligation, traversent le Channel et vont se recueillir pendant 1 à 2 jours sur les champs de bataille en Flandre, par exemple. Est-ce que pour autant les Anglais sont exemplaires sur tous les conflits qu'ils ont menés ? Je pense pas non plus. Donc voilà, je pense que... Et la France n'a toujours pas déclassifié d'ailleurs certaines choses sur la Bosnie. Alors ça, c'est un sujet effectivement intéressant. C'est-à-dire la France a décidé de déclassifier une toute petite partie des archives du Rwanda l'été dernier, si je me trompe pas, ou en tous les cas, il y a moins de 2 ans, et qu'il y a des demandes qui ont été faites. Donc le Rwanda, c'est 1994. La Bosnie, ça a commencé... l'ex-Yougoslavie, c'est 91. La Bosnie, ça a commencé en 92. Et donc, il y a eu des demandes qui ont été faites pour déclassifier une partie. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'armée française était ultra présente. Voilà, donc le fameux général Morillon et le fameux général Janvier. Le général Janvier commandait la Fort-Prenu au moment de la chute de Srebrenica. Fort-Prenu qui veut dire force de protection des Nations Unies. Voilà. Et dont le mandat était de protéger Srebrenica. Donc tous les gens à Srebrenica ont rendu leurs armes parce qu'ils étaient convaincus, dans le cadre de cette résolution, qu'ils étaient protégés par un détachement des Nations Unies de soldats néerlandais. Le fait est que à aucun moment ces gens n'ont été défendus. Il se trouve que la personne qui avait la possibilité d'appuyer sur le bouton, qui s'appelle le général Janvier, ne l'a pas fait. Et après voilà, c'est pour quelle raison ? Donc moi je pense qu'on n'ouvre pas. En tous les cas, aujourd'hui, la France a certainement 2-3 sujets sur lesquels elle est particulièrement attentive à ne pas tout dire. Mais il y a eu l'épisode des otages français et comme par hasard, de manière extrêmement... Est-ce qu'on peut reparler un peu de ça pour contextualiser les idées ? Oui, c'est-à-dire que les forces de Ratko Mladic avaient pris en otage des soldats des Nations Unies, des casques bleus, dont un gros contingent de Français. Et qu'on était au moment des élections présidentielles de 1995 et qu'il était extrêmement important de pouvoir libérer les casques bleus français. Voilà. Et donc, cette libération des casques bleus, elle s'est faite dans des conditions assez opaques. Mais le fait est que les casques bleus français, les casques bleus ont été libérés, particulièrement les casques bleus français, et que quelques semaines après le génocide de Srebrenica, les massacres de Srebrenica se déroulaient sans aucune intervention des Nations Unies, alors qu'ils avaient tout l'arsenal militaire pour assurer la protection dont ils s'étaient engagés au travers de cette résolution. Aucun avion n'a décollé. Et la puissance de feu des Nations Unies arrêter les forces de Mladic et on aurait pu sauver la vie de ces 9000 innocents. Donc, pour revenir sur ta question, le sujet de l'ouverture des archives concernant le rôle de la France pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine est un sujet sensible puisqu'il y a eu des demandes qui ont été faites.
mais qu'aujourd'hui, ces archives-là ne sont pas déclassifiées. Pas toutes les archives, mais le Rwanda, c'est une partie des archives qui a été déclassifiée à la suite d'une demande d'une commission parlementaire, je crois. Je pense, mais je n'en suis pas certain. Je sais qu'il y a eu des demandes qui ont été faites en ce sens et que les mêmes autorisations n'ont pas été données, alors que cette guerre est plus ancienne de 2 ans. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, le gouvernement français ne souhaite pas déclassifier les archives concernant le rôle de la France en ex-Yougoslavie? On a vu en ex-Yougoslavie, surtout en Bosnie, comment le pays, à la fin de la guerre, est devenu, juste après l'intervention de l'OTAN, en fait, un espèce de laboratoire de politique internationale avec des influences américaines, avec des influences européennes, avec des influences turques, avec des influences des Émirats, et russes aussi, évidemment. Quels enseignements on peut tirer de ça quand on voit qu'aujourd'hui, en Ukraine, par exemple, on a les États-Unis qui investissent des montagnes d'argent, des dizaines de milliards d'équipements, etc. Est-ce qu'on risque pas de retrouver une situation avec un pays qui deviendrait presque soit pareil, un laboratoire de politique internationale, ou alors un vassal, ou alors quelque chose qui... Ouais. Alors moi, je pense malheureusement pour mes pauvres amis bosniens, pas simplement bosniaques, je pense que vraiment l'ex-Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine en particulier a expérimenté le pire. C'est-à-dire que le pire que l'on pouvait expérimenter a été fait en Bosnie-Herzégovine. Et je pense que ce ne sera pas le cas pour l'Ukraine. J'en veux pour preuve qu'au début de l'offensive en Ukraine, les Ukrainiens ont tout de suite, et ce qui crée un sentiment d'amertume que je comprends du côté bosnien, mais les Ukrainiens ont tout de suite reçu un support immédiat en argent et en munitions et en armement. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand le siège de Sarajevo a commencé, et jusque 1996, notamment les Bosniaques il y avait un embargo sur les armes, n'ont reçu aucun support. C'est-à-dire que Sarajevo n'est jamais tombé, alors qu'ils n'ont jamais reçu d'aide financière ou militaire des Nations Unies, de l'OTAN. Donc, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est la paix de Dayton, qui est vraiment un espèce de laboratoire. La paix de Dayton, ça veut dire la paix qui a été construite avec les accords de Dayton. Qui a entériné les accords de Dayton. Ils ont juste entériné les possessions géographiques à un moment donné, c'est-à-dire que globalement, les Serbes avaient atteint leur objectif politique. Ça, on l'a jamais dit. Mais c'est juste le fait de pouvoir à un moment donné, sur une carte, de dire on a atteint l'objectif politique qui était affiché par Karadzic pour la partie bosnienne et par Milosevic pour la partie de l'ex-Yougoslavie, qui était d'avoir tout de même une Republika Srpska ethniquement pure. Bien évidemment, on avait déporté, tué, massacré toutes les autres, les Croates et principalement les musulmans. Donc ça, c'est la paix de Dayton. Et donc, pour pouvoir à un moment donné arrêter les combats, il y a une espèce de constitution, c'est pas une espèce, il y a une constitution qui a découlé de ces accords de Dayton, mais qui n'avait qu'un statut provisoire. Qui est toujours en place aujourd'hui. Et ce statut provisoire ne fait qu'entretenir, on l'a dit à plusieurs reprises, ces dirigeants ethno-nationalistes. Donc ça a été l'expérimentation de tout ce qu'il conviendrait de ne pas faire. Et je pense qu'en Ukraine, justement, ça ne se reproduira pas. Donc non, moi, je ne ferai pas en tous les cas, je pense qu'il y a deux choses extrêmement différentes. Déjà dans la réaction par rapport à l'agression. Donc je pense qu'en Ukraine, les choses se feront de manière totalement différente. Et je pense aussi que les enjeux politiques pour les États-Unis sont tellement énormes en Ukraine qu'ils seront beaucoup plus attentifs à mettre en place et à veiller à ce qu'il y ait une résolution de ce conflit, quelle que soit l'issue du conflit, de manière qui soit beaucoup plus pérenne, structurelle et peut-être moins humiliante pour le parti qui sera amené à perdre. Tu repars bientôt en Ukraine là, pour continuer le projet de documentation sur les civils. Oui. Comment tu prépares en fait ce genre de travaux? Comment tu vas vers les gens? Comment tu te documentes? Parce qu'en fait, ce que tu fais finalement, c'est un véritable travail de journaliste d'investigation quelque part. Ouais, pour la Bosnie, c'était vraiment ça. Pour l'Ukraine, j'y suis allé, tu me posais la question, et pour l'Ukraine, j'y suis vraiment allé par réaction. Par réaction parce que je me suis dit, pour moi, et je pense qu'en tous les cas, c'est la réalité, c'est un événement historique majeur, peut-être l'événement historique le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et j'en avais cette conscience. Et moi, je me suis dit, oui, je vais y aller, je vais aller voir ça. Mais comment je me prépare de manière générale, et y compris d'ailleurs pour l'Ukraine, c'est d'essayer d'avoir des sources
qui puisse m'aider avant de me déplacer. Donc là, par exemple, en Ukraine, j'ai eu la chance de pouvoir échanger longuement avec une artiste ukrainienne qui vit en France et qui a un réseau à Lviv d'artistes et qui connaît beaucoup de monde et donc qui m'a vraiment aidé de façon à ce que quand je suis là-bas sur une durée relativement courte, je puisse être en contact avec les bonnes personnes. Et sur la Bosnie, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était pareil, j'ai pris contact avec certains correspondants de guerre qui sont des journalistes connus d'ailleurs en France aujourd'hui, mais qui étaient présents à Sarajevo pendant la guerre. Ils ont eu la gentillesse de m'ouvrir leurs portes et de me donner des recommandations. J'ai beaucoup lu, que ce soit en français ou en anglais, et j'ai passé beaucoup de temps sur la Bosnie aussi, parce que le sujet spécifique de la Bosnie, c'est la réconciliation. Et donc c'est la justice transitionnelle qui par laquelle on peut pas faire... On peut pas ne pas respecter un certain nombre d'étapes pour arriver à la réconciliation. Et donc, pour ça, il fallait que je puisse vraiment connaître à la fois ces sujets liés à la justice transitionnelle et comprendre également, avec une certaine vérité, les crimes qui ont été commis. Donc, c'est beaucoup de préparation, de recherche bibliographique avec, en ce qui concerne la Bosnie, beaucoup de temps passé sur le site du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Tu as l'opportunité de pouvoir mettre en parallèle un conflit qui se passe aujourd'hui et peut-être de faire des ponts avec ce que tu as appris sur les conflits récents, sur les résolutions, sur la reconstruction, sur plein de choses avec ton travail en Bosnie. Quels enseignements il y a à tirer là, de l'après-guerre en Bosnie sur le conflit d'aujourd'hui en Ukraine? Ce qui est vraiment le point central, ce qui est très très compliqué, c'est de pouvoir arriver à un narratif commun, c'est-à-dire un narratif qui soit accepté par l'ensemble des parties au conflit. Et ça nécessite énormément d'intelligence, ça nécessite un accompagnement politique, ça nécessite des processus. Ça n'a absolument pas été le cas pour les raisons qu'on a évoquées en Bosnie. Ça va être très très compliqué en Ukraine. Ça va être extrêmement, extrêmement difficile, tant les deux pays étaient liés de manière assez... en fait, liés par rapport à une histoire imposée par l'impérialisme russe, mais liés néanmoins. Donc ça passe par une capacité à accepter que l'autre puisse avoir également une souffrance. C'est ce que j'expliquais. Il y a une association à Sarajevo qui m'a vraiment extrêmement impressionné, qui s'appelle le CNA, c'est Center for Non-Violent Actions. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils réunissent des vétérans de guerre de chaque ethnie et ils font en sorte qu'ils puissent assister mutuellement aux cérémonies de deuil ou de commémoration pour chaque fait de guerre important dans lequel chaque ethnie a perdu des soldats. Donc ça veut dire que des Serbes et des Croates vont venir à une commémoration à Srebrenica, seront présents. On est dans le domaine du symbole, mais aussi on est dans le domaine de la présence physique. On est dans le domaine de la capacité pour deux soldats de s'embrasser. Parce que spontanément, ce qu'ils font à un moment donné, quand ils comprennent que la douleur et la peine, c'est la même, qu'on soit serbe, croate ou bosniaque, quand on est un vétéran de guerre, c'est la même douleur. Et en les réunissant, ça se termine très souvent par des accolades fraternelles. Et les gens, ça les a transformés, ça les a bouleversés. Si on est capable d'admettre que l'autre n'est pas simplement un assassin, mais qu'il y a également des victimes chez l'autre, alors on est capable à un moment donné de pouvoir se diriger vers une forme d'acceptation, puis de pardon et de réconciliation. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être institutionnalisé. C'est le travail des États de faire ça. Et aujourd'hui, en Bosnie, malheureusement, c'est le travail d'association. Ce centre fait un travail remarquable. Est financé par le Bundestag. Ce sont les Allemands qui financent. Il n'y a pas un KM, qui est la monnaie bosnienne, qui est payé par la Bosnie. Et Jovan Divjak, qu'on a bien connu, toi et moi, me disait... avant son décès, il me disait le souci avec cet état de fait, c'est-à-dire cette incapacité à pouvoir avoir un narratif commun et à instrumentaliser la mémoire, c'est que la haine est beaucoup plus présente aujourd'hui. Donc on était en 2021, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'à la fin de la guerre. Oui, mais il me disait que pour lui, l'espoir ne résidait pas dans les nouvelles générations, mais résidait dans les anciennes, parce que c'était les seuls à savoir ce que c'était de vivre ensemble, en fait, et de vivre en bon voisinage, en fait, en bonne entente avec les gens qui étaient d'une communauté différente, de religions différentes, etc. Quoi. Ouais. Et en fait, tous les gens qui sont nés après la guerre, donc les gens qui ont 25 ans aujourd'hui ou moins,
n'ont aucune idée de ce que c'est de vivre aux côtés, pour les Bosniaques, d'un Serbe ou d'un Croate, et ça marche dans tous les sens, quoi. Ouais, exactement. Donc tout ça, il faut. Alors, comment c'est possible? Ce sont des initiatives citoyennes, ça. L'éducation, bien évidemment, l'éducation. Donc ça veut dire que possiblement, il y a une génération qui est la génération de l'après-guerre, qui a été éduquée, élevée avec des messages de haine. Et comment on est capable ensuite d'avancer dans le futur? Et c'est ce qu'on voit qui est en train de se créer aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Ouais. C'est-à-dire une vraie culture de diabolisation à l'extrême de celui d'en face. Il va falloir traiter ça. Donc, comment ça va se gérer Voilà. Après, je pense, naïvement, et puis en essayant d'être positif, je me dis tout de même qu'on va tirer peut-être des leçons de ce qui s'est passé, notamment dans l'ex-Yougoslavie et particulièrement en Bosnie-Herzégovine, pour pouvoir gérer l'après-guerre de manière un tout petit peu plus intelligente, dans l'intérêt de l'Europe en Ukraine. Alors maintenant, c'est un vœu pieux, j'espère que ce sera le cas. Il y a un livre qui va sortir de ce projet, oui. De ce projet en Bosnie, oui. qui s'appelle Between Fears and Hope. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Oui, donc c'est un livre qui va sortir aux éditions Emeria. C'est un livre qui devrait sortir à la fin de l'année, tout début de l'année prochaine, qui sera traduit en français, en anglais et avec Brigitte Trichet, qui est la responsable d'Emeria, qui m'aide énormément sur ce travail. On est très heureux de savoir également qu'il sera traduit en bosnien. C'est-à-dire que tous les gens qui m'ont accueilli, parce que c'est le cas, à Srebrenica, j'ai vraiment été accueilli, je dormais chez les gens, auront également un livre qui sera imprimé dans leur pays, de façon à ce qu'on puisse avoir des coûts de production qui fassent que ce soit accessible pour la population bosnienne. Et donc ce livre va sortir fin d'année, début d'année prochaine, et ensuite il y aura une exposition au mémorial de Srebrenica, une grosse exposition, et on est en train de discuter aussi d'une exposition à Sarajevo. Et sur ce projet que tu viens de commencer en Ukraine, donc là tu y retournes bientôt. Oui, j'espère y retourner. Je vais y retourner bientôt. J'espère y retourner au mois de juin. Moi, je vais essayer de rester sur ma thématique, qui est vraiment parler de la mémoire récente. Et donc là, c'est très récente, à hauteur d'homme. Voilà, moi, je ne me considère pas comme un photographe de guerre, même si je serai amené certainement à me rendre sur des terrains de guerre. Il y a des gens qui font ça très, très bien et depuis très, très longtemps. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de documenter l'homme ou la femme dans la guerre. Voilà. Et donc, Qu'est-ce que tu as vu là déjà qui t'a marqué sur les derniers moments que tu as passés, que tu as rencontré des gens? Écoute, c'était donc j'ai rencontré une famille, cette fameuse famille, donc Yulia et Alexander, qui sont incroyables, qui sont une famille, leurs enfants sont beaux, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'intelligence. Vraiment, tu peux te dire, c'est vraiment mes voisins, tu vois. Donc l'Ukraine, la Belgique, la France, c'est pour ça aussi qu'on s'entend concernés. C'est nous, en fait. Et donc, on discutait 3 semaines, même pas 3 semaines après le début de l'invasion, du traumatisme dans leur famille. Alors bien sûr, il y a les sirènes, ils doivent descendre dans les caves. Mais quand je discutais avec le père de famille, Alexander, lui, il me disait non, moi, je suis pas traumatisé. En fait, je continue à travailler. Il donne des cours en informatique. Et en fait, je ne ressens pas l'impact de la guerre. Son épouse, elle avait trouvé les mots justes pour dire, bien évidemment, que tout son quotidien était bouleversé. Et qu'elle luttait pour ne pas transmettre son stress à ses enfants, mais tout son quotidien était bouleversé. Et elle disait, ma vie, c'était avant et après le 24. Comme un interrupteur, avant, après. Et lui, pas du tout. Et puis, on a continué dans l'interview, je l'ai enregistré. Et puis, à un moment donné, il a parlé de tous ces jeunes Ukrainiens qui, spontanément, partent dans les centres d'enrôlement pour aller se battre. Il n'a pas continué, il n'a pas pu parler. Il est tombé en sanglots, alors que c'est vraiment... Il ne pouvait plus parler. Donc, c'était très, très intéressant, parce qu'on se rend compte que même si on pense qu'on n'est pas impacté par la guerre, ce climat de guerre et cette confrontation, pourquoi il était ému? Parce que quand on s'enrôle pour aller à la guerre, on accepte le risque de ne pas rentrer, de ne pas revenir. Et donc, c'était bien sûr pour lui aussi la possibilité de se confronter à la mort de ses amis. Mmh. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est de voir comment ce sentiment va évoluer au fur et à mesure du temps. J'ai rencontré aussi des réfugiés de Kiev qui revenaient de Kiev, qui à l'époque étaient bombardés, mais terrorisés. Mais vraiment des gens terrorisés, dont la cousine de Yulia, qui vivait dans l'appartement de cette famille dont je viens de te parler.
Et pour elle s'appelle Ira, c'était absolument impossible de pouvoir se confronter à l'idée de retourner à Kiev. Et on sait que la situation a changé et que les Russes ont quitté cette zone des combats et reparti vers le Donbass. Et finalement, elle a décidé de revenir. Elle est repartie dans son appartement. Et pour moi, c'est une surprise parce que je suis en communication avec elle. Et le peu que j'ai échangé, j'ai compris qu'elle avait réussi à surmonter ça. Mais vraiment surmonter ça. C'est-à-dire qu'elle n'était plus épuisée et qu'elle était capable à regarder le futur. Et ces mécanismes-là m'intéressent. Documenter ça m'intéresse. Cette espèce de résilience ou cette proportion que d'autres ont à s'effondrer. On est tous très, très différents par rapport à la manière dont, en tant que civil, on va être amené à gérer la vie confrontée à la guerre.